Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour s'est fait connaître pour ses engagements et son implication dans l'action sociale. Ancien secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco et actuel adjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin, il est directeur de Phyteds Monaco depuis la rentrée 2024. Il met son expertise et ses valeurs au service d'une association qui compte plus de 20 ans d'action contre le sida. Bonjour Christophe Glaser. Bonjour Geneviève. Bon, c'était formel, j'ai dit bonjour Christophe Glaser, mais ton arrivée à Phyteds après presque 20 ans d'Hervé Hachbach, c'est une arrivée qui se passe comment ? Parce que relever un défi derrière quelqu'un qui a tout bâti, qui a tout construit, qui a fait évoluer, qui a accompagné et qui a incarné aussi longtemps, c'était quoi pour toi ? C'était parce que finalement, nous qui avons été spectateurs de tout ça, ça s'est très bien passé. Oui, en effet, je comprends parce que cette transition, elle s'est faite avec la plus grande bienveillance. Ce qui caractérise d'ailleurs Phyteds Monaco. Oui, j'allais te dire, ça va avec... la personnalité de la princesse Stéphanie. C'est-à-dire que déjà, elle avait imposé qu'on fasse un binôme pendant 1 an sur ce poste de direction. Donc c'est hyper confortable. Ça existe quasiment nulle part ailleurs. C'est vrai. Et on a eu tous les deux, je pense, cette chance vraiment de travailler main dans la main au long de ces 12 mois, 2023-2024, pour opérer cette transition qui, comme tu dis, s'est faite de manière tout à fait naturelle. Oui, finalement, le fait que Hervé cède sa place n'a pas cassé quelque chose, en fait. Non, parce que lui, c'était déjà une volonté de prendre sa retraite. Oui, il l'a fait aussi de manière très apaisée. Oui, ouais, moi, c'était une volonté d'apprendre et vraiment de m'investir pleinement. Et donc, on a eu cette cohabitation harmonieuse pendant toute cette année où il m'a énormément appris et puis j'ai progressivement mis au service de l'association mes compétences. Mais j'arrive dans un environnement qui est quand même tout particulier. Je parlais de bienveillance. Phyteds Monaco, si tu veux, c'est l'engagement de la princesse, c'est l'engagement d'un bureau. Christine Barca, Sabine Steiner, Bruno Taillant, le conseil d'administration, qui sont pleinement aussi investis. Et puis des équipes sur lesquelles on peut vraiment compter et qui adhèrent au projet, qui soutiennent la cause de la princesse, mais parce qu'ils y croient aussi. Oui, alors est-ce qu'on peut dire que le combat contre le sida, de toute façon, n'est jamais fini et que on l'aimerait plus avancé que ça, en fait ? Oui, moi, si tu veux, je différencie. Il y a déjà la question du VIH-Sida. Oui. Là-dessus, on a fait quand même un bon... On a fait des progrès, niveau médical qui est extraordinaire, en tout cas, sur les traitements. On n'aura jamais le vaccin, enfin en tout cas c'est ce que les chercheurs imaginent, mais en tout cas sur le traitement on a fait un bond spectaculaire. Par contre là où il faut qu'on continue, là où c'est peut-être malheureusement sans fin, c'est la question en fait du rejet, de la stigmatisation. Et là on a un travail qui est peut-être sans fond, parce que sur ces thématiques-là, ça touche évidemment le VIH, et le sida encore, parce que les gens paraissent bloqués sur les années 80. On n'y est plus. Voilà. Bon, il faut admettre, Christophe, c'est une discussion qu'on avait eue avec la princesse Stéphanie, qui nous a fait l'honneur d'avoir cet entretien aussi. On a évoqué ce sujet. Quand on dit la stigmatisation, c'est aussi le résultat d'un espèce d'effet foudroyant. Quand le sida apparaît, ou quand on réalise qu'il existe, parce que peut-être qu'il existait déjà avant, mais que quand on réalise et on l'identifie et qu'on voit qu'il existe, il a quand même décimé une population assez rapidement pendant une période, le temps que les traitements et le temps que les gens comme la princesse Stéphanie et d'autres se mobilisent et puissent aider la recherche, ça quand même... Oui, ça a eu l'effet d'un astéroïde, c'est effectivement, ça. Et dans la mémoire collective. C'est resté. C'est resté, ça reste encore.
Et étrangement, malgré toutes ces avancées, comme par exemple le I égale I, intransmissible, indétectable, Ouais. intransmissible, tout ça, c'est très méconnu. Donc, on a un gros travail encore de sensibilisation. Ouais. C'est peut-être aussi parce que ça a décimé une population où il y avait beaucoup de célébrités. Peu importe. Ça prouve que la maladie, le virus touche. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de position sociale, c'est pas voilà, ça touche tout le monde, mais c'est aussi cet impact dans la mémoire collective. Ouais. Il vient aussi peut-être de là. On a tous en mémoire Freddie Mercury, notamment, hein, mais ouais. Est-ce que ça, au quotidien, quand tu dis le combat ou la lutte contre la stigmatisation, est-ce que ça c'est un poids, cette célébrité en fait? Ben, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser ouais. tous ces réflexes de ces années-là. Ouais, ce conditionnement presque. Tout ce conditionnement. Il faut dépasser aussi cette stigmatisation de communauté. Aujourd'hui, le VIH, c'est 39 millions de personnes dans le monde. Une personne sur deux, c'est une femme. Donc, oui, c'est d'ailleurs très très surprenant comme statistique, ça. Ouais, encore une fois, hein, les femmes se retrouvent au cœur des problématiques planétaires, mais c'est très surprenant comme statistique. Oui, parce que elles sont plus vulnérables par rapport à l'infection. Mais ça démontre en tout cas que c'est un sujet de société, que ça n'appartient pas à une communauté, que c'est pas une communauté spécialement, et quand bien même si c'était une communauté, on a des moyens aujourd'hui. On a des moyens de permettre à ces personnes de vivre de la même manière que n'importe qui, du moment qu'elles font attention à leur santé. Et donc, c'est plus un sujet. Il faut continuer la sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faut continuer à se protéger. Évidemment, si on n'attrape pas le VIH, c'est quand même mieux. Oui. Mais voilà, si par malheur, sur son chemin de vie... Quand tu dis qu'il faut continuer à se protéger, est-ce que ça, c'est un message que les générations comprennent, parce que où on en est de la perception du VIH par les plus jeunes? Ils n'en ont pas véritablement. Nous, on a baigné dans ces années 90 où il y a eu énormément de prévention, peut-être sur les années 2000. Là, aujourd'hui, il y en a moins. Nous, en tout cas, Faïtets Monaco, on essaye. Pourquoi il y en a moins, d'après toi? On s'est habitué à l'idée ou quoi? On s'est peut-être habitué, il y a le progrès de la santé, il y a les légendes urbaines, qu'il existe peut-être un vaccin. Là, c'est vrai qu'il y a eu une rémission, mais c'est spécifique, c'est sur des greffes de moelle osseuse. Mais ça conditionne la population qui se dit, bon, mais finalement, c'est plus trop grave. Et en même temps, les personnes, quand elles apprennent, il y a cet impact astéroïde qui demeure. Et nous, on a encore des appels aujourd'hui. Et l'association fait un beau travail d'accompagnement aussi là-dessus, où les personnes sont complètement démunies quand elles apprennent que leur résultat est positif. Démunies parce qu'elles ont peur, comment dire, du diagnostic de santé ou du diagnostic social? Je pense que c'est plus, forcément les deux, mais je crois que c'est plus le diagnostic social. C'est-à-dire quelle image ça va renvoyer de moi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi C'est terrible quand on est atteint d'une maladie de penser ça. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait un peu double peine quand même. Après, j'imagine que c'est pas que... Enfin, on en a parlé longuement il n'y a pas très longtemps avec Valérie Barry-Laro des coups de cancer et confort. C'est pas spécifiquement lié quand même au VIH. Une personne qui a le cancer, il y a aussi un impact social. Mais c'est vrai que le VIH renvoie à ces images un peu erronées maintenant. De pratiques, de pratiques conduite, sexuelles, de conduite à risque, de communauté, et alors que c'est plus ça. Donc c'est peut-être le premier réflexe. Se dire ma vie elle est détruite. Non, aujourd'hui ta vie elle n'est pas détruite. Si tu as le VIH, si tu l'as pas, c'est quand même beaucoup mieux. Oui. Parce que ça évite quand même d'avoir un traitement à vie. Mais il faut c'est important ça, Christophe, hein, quand tu dis un traitement à vie. Tout à l'heure, tu as dit on n'a pas de vaccin, on n'a pas non plus de remède. Non, C'est-à-dire qu'on ne guérit pas de ça.
Non. Aujourd'hui, alors, mis à part ces quelques phénomènes très spécifiques épiphénomènes, merci, liés aux greffes de moelle osseuse, non, on n'a pas... Il n'y a que le traitement. Alors, il y a le traitement post-exposition, la PrEP, qui existe. Donc, c'est un outil aujourd'hui, comme peut l'être le préservatif, bien que, à mon sens, c'est quand même mieux d'utiliser le préservatif. Ouais. Mais en tout cas, c'est 100% sur ça. Mais voilà, quoi qu'il en soit... Là, 99,9%. Exactement. Mais après, évidemment, on peut pas s'en protéger différemment. Mis à part la PrEP, mis à part le préservatif, mis à part, en fait, faire attention aux conduites qu'on peut avoir. C'est sûr que cette espèce de stigmatisation sociale, parce c'est une stigmatisation d'opinion, en fait. Elle doit avoir la dent dure. Est-ce qu'il y a des moments où on se dit quoi que je fasse, de toute façon, ça ne changera pas, quoi, ou pas? Nous, par rapport à l'accompagnement, par rapport aux personnes qu'on reçoit sur notre accueil de Monaco, c'est 2 fois par semaine. On sait qu'on joue un rôle, je dirais pas essentiel, mais très important pour toutes ces personnes. Ouais. Donc, moi, je me suis jamais dit, comme Hervé et l'équipe, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Évidemment, quand on part aussi sur l'international, comme récemment sur Madagascar et l'île Maurice, on pourrait se dire, purée, c'est un coup en avant, un coup en arrière, ça ne s'arrête pas. Oui, parce que malheureusement, il y a encore des endroits dans le monde où c'est plus difficile. Où c'est plus difficile, où plus il y a une dégradation de la pauvreté, et plus il y a un retour de ces phénomènes épidémiques. Comme toutes les épidémies, se répandent plus vite là où c'est moins aisé, enfin en tout cas où c'est moins encadré, où c'est moins structuré, quoi. Mais malgré tout, même si c'est un petit geste, ce qu'on fait, ce geste, il compte. Parce que ce geste, il compte. Je regardais un peu, avant qu'on commence cet entretien, je regardais un peu ton parcours et je me disais, finalement, Christophe, c'est quelqu'un qui est sur les actions de geste. Toujours un peu dans ce qui compte, ou pas? Oui. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, tu es quand même élu. Donc être élu communal, adjoint au maire de Roquebrune-Cap-Martin, ça veut dire que c'est du quotidien, c'est du pragmatique, c'est du vivant, quoi. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est le terrain, effectivement. Ce que j'aime, c'est cet engagement social, mais en fait, cet engagement auprès d'une société qui m'a aussi forgé et qui a fait ce que je suis. Tu es né à Roquebrune, hein? Je suis né à Monaco, oui. Mais évidemment, t'as grandi à Roquebrune. Je me suis épanoui à Roquebrune-Cap-Martin. C'est une ville qui, pour moi, c'est un territoire, c'est aussi toute une histoire. Ouais. Roquebrune, c'est chargé d'histoire, c'est Monaco, c'est l'Italie, si tu veux, ça fait sens pour moi. Et depuis ma plus tendre enfance, je baigne aussi dans ce milieu associatif. Donc j'y ai toujours été. Ouais. Donc quand le maire... Pourquoi tes parents, ils étaient mobilisés aussi? Enfin, ta famille? Pas particulièrement. Ils étaient... les deux travaillaient plus ou moins à Monaco. Ils étaient de manière indirecte au service de la principauté. Ouais. Pour moi, ça a toujours été une fierté, ou en tout cas une admiration, de voir leur engagement. Oui, puis Roquebrune, c'est presque une vie de village, en fait. Et ça a un cœur. Ça a un cœur de village, mais comme Monaco. Ouais. Roquebrune, c'est une très grande commune, c'est plus de 13 000 habitants, mais ça conserve cette âme de village. Et c'est ce qui fait que rapidement, je me suis retrouvé dans l'associatif. Déjà parce qu'à l'époque, le maire avait monté un service jeunesse sur Roquebrune qui était hyper actif, qui était dirigé par Stéphane Bascoul, qui a fait un travail remarquable. Et moi, j'ai fait partie de ces jeunes, Orméa, le centre Orméa, puis après l'espace jeunesse à Roquebrune. Et donc, comme j'ai grandi là-dedans, l'associatif, c'est venu naturellement. Ouais. Donc plusieurs associations, et je me suis épanoui grâce à ça. Donc sur les études, c'est pas où je me réalisais le plus, en tout cas quand j'étais jeune, mais par contre dans l'associatif, oui. Donc ça a forgé ces traits de caractère où j'ai ce besoin d'être sur le terrain, d'aider l'autre. Et c'était d'ailleurs quand Patrick Césari m'a sollicité en 2008
ça faisait partie du contrat tous les deux. C'est-à-dire, oui, c'est un honneur de servir la commune, mais par contre, je ne serai pas dans la représentation. Moi, je veux être sur le terrain, je veux être avec les équipes, je veux mener des projets. Et il m'a fait confiance depuis 2008, voilà, sur déjà cette délégation jeunesse. Commence, là. Ça commence à compter, là. Oui, je commence à avoir un peu... Tu commences à avoir de la bouteille. Oui. Comment ça se traduit, avoir de la bouteille, quand on est élu? Parce que tu dis, il m'a fait confiance, j'ai conduit des projets. Est-ce qu'on peut parler d'expérience qu'on acquiert? Est-ce qu'on se professionnalise, entre guillemets, quand on est élu depuis plus de 10 ans, ce qui est ton cas? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui devient de l'ordre pas de l'habitude, mais de la formation, en tout cas? Ouais, c'est une belle école, c'est une belle école de formation. En tout cas, aux côtés de Patrick Césari, ça a été pendant toutes ces années, et ça devra s'arrêter, puisque ça faisait partie du contrat aussi avec Fightets de dire que voilà, je renouvellerai pas de prochaine mandature. Ah, tu fais ce choix-là? C'était en tout cas un accord qu'on a eu. Et avec la princesse et avec Christine Barca sur le fait que j'ai besoin de m'engager pleinement sur Fightets Monaco. Fightets Monaco, c'est pas que Monaco. Hein. Fightets Monaco, c'est l'entité à Monaco, l'accueil à Monaco, mais c'est aussi la maison de vie à Carpentras que je dirige, plus un fonds de dotation en France. Donc ça fait quand même une masse de travail assez importante. Ouais. Et on peut pas être partout. Être adjoint au maire aussi, alors c'est bénévole ou pas, être adjoint au maire? Adjoint au maire, il y a une grande partie de bénévolat. Évidemment, il y a une indemnité qui permet quand même c'est pas une indemnité pour vivre, c'est pas un emploi, quoi. Ah non, c'est pas un emploi. C'est pas un emploi. Il faut être passionné, il faut être engagé. Moi, j'ai la chance d'avoir une délégation aujourd'hui qui me donne toute la liberté, puisque je suis sur le développement économique. Donc c'est très transversal. Je peux être un petit peu partout. J'ai pas besoin d'être au bureau. Toute la journée, il y a par contre, il y a des mairie, quoi. J'ai pas besoin d'être en mairie. Il y a des adjoints, moi je les salue parce qu'ils y sont tous les jours. Ils font eux aussi un travail, remarquable de par cet engagement. Moi j'ai cette chance, d'avoir cette délégation un petit peu plus couteau suisse. Ça me va bien, mais aujourd'hui c'est il reste encore 1 an et demi. Tu vas en profiter ou pas alors? Oui, même si Fightets aujourd'hui ça prend une place considérable et que je peux plus porter le même engagement à Roquebrune que je portais jusque-là. Non, c'est déjà palpable. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais anticipé cette montée en charge? C'est-à-dire que en fait, tu parlais tout à l'heure d'espèces d'images a priori, quand on parle association. On n'a pas souvent conscience que pour faire fonctionner une association, il y a un engagement aussi très important des équipes, des permanents, de ceux qui sont, ce que j'appelle derrière les rideaux, voilà. Et est-ce que tu avais senti cette montée en puissance? Tu te dis, je vais prendre la direction d'une association. Est-ce que tu as pensé à ce poids-là? Je savais que Fightets c'était une grande maison. C'était quand même une association importante, au-delà du fait qu'elle soit présidée par la princesse Stéphanie. Je savais qu'il y avait un programme, en tout cas, qui était riche. Il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements, pour Fightets. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut leur reconnaître, d'ailleurs. Il faut reconnaître à la princesse, à Christine Barca que tu mentionnais, à toute l'équipe, qu'ils ont imposé cette thématique. Oui. Voilà. Il y a une présence très importante, il y a une collecte de fonds aussi importante, mais parce qu'il y a des projets derrière, et ça, je l'avais peut-être un tout petit peu moins mesuré. Il y a des très gros projets derrière. Alors, on prend l'exemple de la maison de vie. Oui, c'est un gros projet, ça. C'est un gros projet. C'est un établissement qui peut recevoir jusqu'à une 20aine de personnes. C'est 9 salariés. C'est une structure qui est ouverte toute l'année. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. J'appelle ça du 24/7. Là, il n'y a pas de coupure. Là. Exactement. Alors, malgré tout, il y a entre ces jours, il y a un petit peu de repos pour les équipes, mais c'est quand même un projet conséquent. Ouais. Et quand on a fait le choix avec le conseil d'administration il y a quelques mois d'avoir une direction collective pour l'ensemble des structures Fightets, parce que j'ai dit c'est Fightets Monaco, Fightets Maison de Vie, Fightets France, oui, là, ça...
Ça n'a pas compliqué la tâche, mais en tout cas, ça a fait grossir le champ de compétences. Alors, on pourrait dire que pour un seul homme, c'est impossible. Mais j'ai la chance, là aussi, d'avoir des équipes qui sont extraordinaires. Que ça soit à Monaco, que ça soit à Carpentras. Le fonds de dotation dont tu parlais tout à l'heure, il fonctionne comment, en fait ? C'est vous qui choisissez les projets, les investissements Non, le fonds de dotation, c'est une structure qui a été montée pour Faïtets Maison de Vie et qui permet en fait à ceux qui souhaitent faire des dons à l'association de diriger leur impôt. C'est-à-dire, je donne 100 euros ou 1000 euros à Faïtets Fonds de dotation. Ça me permet d'avoir une déduction fiscale et autrement dit, donc d'orienter l'impôt comme j'ai envie de le faire. Donc, c'est pas une structure qui est chronophage, mais malgré tout, il y a un travail administratif. Et aujourd'hui, en termes de contrôle, je pense que je parle là au nom de toutes les associations, surtout. Alors là, le fonds de dotation, c'est une structure française, mais même à Monaco, voilà, on a tellement de contrôle aujourd'hui, ça demande tellement de bureaucratie et d'administration, enfin d'actes administratifs, que ça devient des structures qui nécessitent quand même pas mal de travail. Quand tu dis on a tellement d'étapes administratives, tu parles certainement maintenant du texte qui a été mis en vigueur à Monaco sur le contrôle de l'origine des fonds et des donneurs pour toutes les fondations, associations, etc. Oui, où chaque don au-dessus de 200 euros, on est obligé de faire un... De le motiver, pas que de le motiver, de justifier, de l'authentifier, certaines fois de faire un criblage. Et ça, pour le coup, c'est chronophage. Ça, pour le coup, c'est beaucoup de temps. Aujourd'hui, un don, ça nécessite quand même un certain nombre d'actes administratifs. Et ça, c'est pas anodin. Quand tu dis c'est chronophage, est-ce que c'est que chronophage ? Parce que est-ce que ça a découragé des donneurs, tu penses ? Alors nous, sur Faïtets Monaco, en tout cas, on le ressent pas. C'est déjà positif, ça. C'est déjà positif, mais parce qu'on a aussi cette chance d'avoir des équipes de permanents. On a la chance d'avoir des équipes talentueuses. Après, je comprends par contre que toutes les associations monégasques, que ça soit un frein, ça soit compliqué. Ceux qui n'ont pas de salariés... moi, je tire le chapeau à tous ces dirigeants d'associations qui font tout eux-mêmes. Qui sont bénévoles. Sont bénévoles. Je parlais de Valérie Barilaro avec ses équipes. C'est que des bénévoles. On a fait une soirée, on a fait une collecte de fonds. On a dû avoir chacun entre 15 et 20 donateurs différents. Je me suis dit, c'est 15 fois pour elle un travail qui nécessite beaucoup de temps. Donc, non, il y a un vrai engagement. Moi, je tire mon chapeau vraiment à tout le milieu associatif, qui fait un travail tout aussi remarquable, à mon sens, que des employés du secteur privé ou du secteur public. Oui, parce que après en plus, tu disais, ce sont souvent des bénévoles, et ce sont souvent des gens qui apprennent sur le coin de la table. C'est-à-dire qu'ils arrivent au bureau, et il y a des nouveaux actes administratifs à faire, et ils s'y mettent, quoi. Oui, avec même si le gouvernement a essayé de nous accompagner, il ne peut pas nous tenir la main au quotidien. C'est ça. Donc pour beaucoup, même pour nous, ça a été l'aventure. En plus, Sabine Steiner-Toesca, notre trésorière, elle est particulièrement, comme beaucoup de trésoriers j'imagine, mais en tout cas intransigeante. De métier. Elle aussi, elle fait un travail qui est, en tant que bénévole, qui est fondamental, mais qui est impressionnant. Bon, en plus, elle met à disposition vraiment son cabinet pour toute la comptabilité de Faïtets Monaco. Heureusement qu'on l'a, mais malgré tout, avec elle, on a aussi parcouru un chemin qui n'était pas simple. Aujourd'hui, on sait faire, mais ça a nécessité vraiment une montée en compétences, un apprentissage. Et nous, on est structurés. Ceux qui ne le sont pas, ça ne doit pas être simple. Mais en même temps, on est obligé de le faire. Quand j'entends, je t'écoute parler, tu me dis on est structuré, ça me fait poser la question. Aujourd'hui, on parle beaucoup du coût de fonctionnement, des frais de fonctionnement des associations, et en tout cas de ce qu'on appelle le caritatif, enfin
le solidaire, appelle ça comme tu veux. Est-ce qu'il y a un moment où, quand on regarde la structure, on se dit va falloir que je fasse attention, parce que quand on vit sur les fonds de donateurs, il ne faut pas qu'on en prenne trop pour fonctionner, sinon on en a moins pour les programmes, c'est ça? Oui, alors moi sur cette question, j'ai un regard un peu différent. Ouais. Moi, je pense que dans les associations, on a besoin de talent. On a besoin de compétences et il ne faut pas s'en priver. Et chaque projet, derrière, avant tout, c'est un homme ou une femme. Et ça, il faut le rémunérer. Et si on veut que nos associations elles soient compétentes, il faut qu'on aille chercher des gens qui sont compétents. Donc moi, c'est pas que je regarde pas notre comptabilité, notre taux de fonctionnement. Oui, parce que un DG d'une association, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès et que si on veut avoir un tissu associatif brillant, compétent, il faut s'en donner les moyens. Donc dans chaque projet, oui, il faut peser le pourcentage de taux de fonctionnement. On essaye de faire attention. Nous, de toute façon, voilà, tout ce qu'on peut faire par notamment le mécénat de compétences, on le fait justement pour réduire ces coûts-là. Le mécénat de compétences, ça veut dire, c'est un peu ce que tu disais, ce que fait Sabine, par exemple. Exactement. C'est-à-dire qu'elle vient et elle met de la compétence au service d'une association. Exactement. Alors, pas sa propre compétence, puisque là, elle le fait en tant que bénévole, trésorière bénévole, mais elle le fait par le biais de son cabinet, c'est-à-dire qu'elle met toute l'expertise de son cabinet au service de Fightets Monaco, que ce soit pour les salaires, que ce soit pour la comptabilité, pour tirer les bilans, et ça c'est du mécénat de compétences, et ça les associations elles en ont aussi besoin. Nous Fightets Monaco, heureusement qu'on a cette générosité qui n'est pas forcément aussi financière, mais qui nous permet d'avoir les compétences nécessaires pour faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Tu disais tout à l'heure, la maison de vie, ce sont 9 employés, plus de 20 personnes, enfin à peu près 20 personnes à la fois ou étalées qui peuvent être accueillies? Non, à la fois. Donc, sur une année, c'est entre 200 et 250 personnes. Voilà. Ce que je voulais comprendre, et peut-être que ça peut nous intéresser tous, c'est ce sont pas des longs séjours aussi. Alors, c'est des séjours sur les séjours qualité de vie, qui sont la porte d'entrée à la maison de vie. Ouais. Parce que la maison de vie, juste avant peut-être qu'on précise, la maison de vie, c'est un lieu où les gens atteints du VIH viennent se ressourcer en fait. Oui, c'est une bulle de ressourcement, de réconfort et de reconstruction. Et ça, c'était vraiment... Alors, la maison de vie, c'est le projet de la princesse Stéphanie. Hein, c'est-à-dire que c'est elle qui, en rentrant de New York au tout début de Fighthead, dit... Voilà, j'ai visité un centre qui accueille les personnes qui vivent avec le VIH, qui les aide à repartir du bon pied, à se reconstruire. On monte le même projet. Donc on l'a monté à Carpentras parce que, pour plein de raisons, parce que c'est très central, parce que l'objectif c'était d'accueillir aussi le maximum de personnes qui, fragilisées par leur parcours, avaient besoin de cette bulle de ressourcement et de reconstruction. Fragilisées par la maladie aussi. Fragilisées par la maladie, par l'isolement, par le rejet, par la stigmatisation, pour plein de raisons. Souvent, elles sont complémentaires, malheureusement. Et donc, cette maison de vie, pour la plupart, c'est des associations avec qui on travaille qui proposent ces séjours. C'est toujours déterminé aussi par le médecin et c'est contrôlé par le docteur Bruno Dayan, qui est le vice-président de Fightets Monaco, mais aussi sur la maison de vie. Et là, ça va être des séjours entre 11 et 8 jours qui vont permettre à ces personnes de déposer leur bagage, surtout émotionnel, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Ça va vite quand même, parce que quand tu dis entre 8 et 11 jours, ça veut dire que quand tu dis déposer ces bagages-là et se reconstruire, ça se fait assez vite quand même. Oui, parce qu'on peut compter sur une équipe qui s'est construite au fur et à mesure sur la méthode d'accompagnement, sur leur relation d'aide centrée sur la personne, qui ont acquis une expertise. Et on sait qu'aujourd'hui, 11 jours, c'est un bon... c'est un bon créneau, c'est pas trop. Oui, parce qu'il faut pas qu'ils s'installent non plus. L'objectif, parce que le but, c'est qu'ils vivent dans leur vie. Hein. Exactement, c'est redonner un souffle, redonner cette envie. Et toujours, et ça c'est la base de l'accompagnement de Fightets, toujours sur
les propres ressources de la personne. C'est-à-dire que nous, on vient que activer, les aider à activer leurs propres ressources. On n'est pas là pour donner du conseil, leur dire comment il faut faire. Chacun sait ce qu'il a à faire. Mais des fois, voilà, on a ce parcours de vie où on a une embûche et on a besoin de cette main qui se tend et qui va nous permettre de réactiver nos propres ressources. La maison de vie, c'est ça. La main qui se tend, ça me fait penser... on parlait tout à l'heure du fait que tu es adjoint au maire, etc. La main qui se tend, c'est un peu un fil rouge dans ta carrière depuis le début. Hein. C'est-à-dire que tu as toujours choisi, parce que tu fais un passage aussi à l'Union syndicale des syndicats de Monaco, où tu es secrétaire général, on le disait au démarrage. Donc, toi, tu n'es pas militante et c'est un engagement professionnel de s'inscrire dans une démarche comme ça. Est-ce que depuis toujours, tu te dis, moi, mon truc, c'est de participer aux aventures collectives? C'est quoi qui t'a... En fait, je me dis rien, C'est sincèrement. Je vais souvent là où le cœur m'emmène. Moi, j'ai besoin de sens. Ah, tu choisis comme ça? Oui. Par exemple, voilà, l'organisation syndicale, oui, ça a été une aventure humaine extraordinaire. Ça m'a permis de reprendre mes études, de reprendre mon parcours en droit, sciences politiques. Puis rencontrer toutes ces belles personnes qui, pareil, donnent de leur temps pour les autres. Et après, voilà, quand j'avais estimé que j'étais arrivé à la fin du parcours. Ouais, de c'est mon un peu parcours comme la maison de vie. Il y a des voilà. moments où on est prêt à faire autre chose. Quoi. Voilà, en tout cas, là, j'étais prêt à faire autre chose. J'ai postulé nulle part. Et ça s'est fait naturellement sur un projet où on travaillait avec Hervé Hegibach sur... en fait, j'avais emmené le concept de l'escape game avec l'association G-Addiction, donc dans les lycées, sur les risques des soirées festives. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et donc, je me suis... à chaque fois, ça a été ce concours de circonstances. Évidemment que je pense qu'il y a quelque chose de manière inconsciente qui me pousse à ces missions-là. Bah oui, parce que tu sais bien, Christophe, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein. Tu y crois, toi, au hasard? Parce que je ne suis pas sûre que là, il y en ait vraiment... Écoute, je me laisse porter, en tout cas. Ouais. Et je me dis que la vie est bien faite. En tout cas, aujourd'hui, elle m'emmène sur des fonctions où je me réalise, où je m'épanouis, où je sais pourquoi je le fais. Ouais. Alors, pas pour qui je le fais, parce que je le fais pour tout le monde, pas pour des personnes en particulier. Mais en tout cas, je sais aussi que je suis au service d'une personne qui a une implication, qui a une générosité, qui porte vraiment le combat, une cause. Et tout ça, en tout cas, ça me nourrit. C'est ce que j'ai besoin. Elle est présente? Oui, elle a cette présence qui est rassurante. Elle a cet engagement envers toutes les personnes qu'on accompagne qui est inconditionnel. Ouais. Petite anecdote, on arrive sur la soirée organisée par le club Vivanova et le défilé Alter, donc de sa fille Pauline, de Pauline qui pareil a offert cette possibilité à tous ces gens d'être les stars d'une soirée, les mannequins. D'ailleurs, c'est une idée incroyable de faire défiler sa collection par des mannequins pensionnaires de Faithetz. Faithetz, et puis aussi, c'était Faithetz et Coup de Cancer et Réconfort. Je trouve d'ailleurs, on a une belle complicité. C'est ces deux associations qui... La princesse Stéphanie est aussi présidente d'honneur des Coup de Cancer et Réconfort, donc ça a plein de sens. Et quand elle est rentrée dans la salle, la première chose qu'elle m'a dite, c'est emmène-moi voir les affiliés. C'est-à-dire que c'est ça son engagement. Elle est rentrée dans les loges, elle les a tous embrassés. Ils étaient tous un peu paniqués à l'idée de défiler devant plus de 250 personnes dans une soirée de gala. Où il va y avoir des donateurs. Oui, il va y avoir des donateurs, et puis c'est exposer son image. Mais ça a été son premier réflexe, c'est d'aller les voir, partager avec eux, les rassurer et leur dire moi je suis fier de vous. Et c'est là toute la beauté, moi je trouve, de son engagement. Comme on est parti dernièrement en mission officielle, donc dans le cadre des 20 ans à Madagascar et l'île Maurice, et pareil.
la voir au contact de toutes ces personnes-là. Et je me souviens plus spécifiquement à Chrysalide, le centre Chrysalide l'île Maurice, qui est un centre qui permet une reconstruction pour les femmes qui ont eu dans leur parcours la toxicomanie et qui essayent de s'en sortir. Pareil, c'est là où j'ai ressenti encore davantage, même si je le savais, même si je l'avais vu, toute sa sensibilité pour toutes ces personnes qui sont, pour toutes ces femmes vulnérables et toutes ces personnes stigmatisées. Et oui, Fight Aids Monaco, sa présence, elle est pas dans la représentation, elle est vraiment dans ce don à l'autre. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est une vraie implication. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle est sur le terrain à sa manière. Ah, de toute façon, elle ne veut être que sur le terrain. Quand on a dessiné... elle est quand même consciente, on en a parlé d'ailleurs toutes les deux, elle est quand même consciente du fait que son image, et d'ailleurs elle me le dit, elle me dit, moi je mets volontiers mon image au service d'une cause à laquelle je crois, parce que je sais que ça va l'aider, quoi. Mais elle est consciente que son image porte, mais malgré ça, elle veut être sur le terrain. Et oui, là, voilà, par rapport aussi à son statut d'ambassadrice de l'ONU-SIDA, c'est évidemment, c'est aussi beau qu'elle puisse mettre l'image de princesse au service de la cause. Mais avant tout, c'est l'engagement d'une femme. Et quand on a dessiné le parcours, ou en tout cas ce qu'on allait faire à Madagascar et Maurice pour cette mission officielle, la consigne élémentaire, c'était du terrain. C'était, on ne va pas faire du serrage de main, on ne va pas faire du lobbying, on va voir les gens, on va voir ce qui se passe. Et on va leur donner aussi un petit peu d'espoir. Ouais. L'espoir, c'est... parce qu'on parlait tout à l'heure d'union syndicale... là, on est sur Fight Aids. Est-ce que, mais même à la commune d'ailleurs, je pense que c'est un trait d'union aussi. Donner de l'espoir aux gens. Est-ce que c'est pas aussi leur promettre des choses, parce que quand tu dis on les accueille à la maison de vie, est-ce qu'on leur promet quelque chose? Non, nous on promet jamais rien. Alors ça, c'est vraiment la base de Fight Aids Monaco. Et en tout cas, dans mon apprentissage politique, j'ai bien appris surtout, il ne faut jamais promettre. Mais en tout cas, on leur donne tout des clés. On est présent. On a une écoute active. C'est ça, en fait. Il y a aussi un accompagnement. Qui fait la différence. Ouais. C'est l'accompagnement. Et quand on va à Madagascar, l'île Maurice, je me rappelle les propos de la princesse, elle ne leur donne pas de l'espoir. Elle leur donne de l'espoir parce qu'elle leur partage. Et quand elle leur dit soyez votre meilleur ami. Déjà, c'est une définition pour ne pas se sentir seul. Hein. Oui, puis ça leur donne du courage. Ça leur donne du courage et elle sait qu'elle porte une image, une notoriété, et que le fait qu'elle vienne à la rencontre de ces personnes, rien que pour tous ces gens, ça devient, pour eux, il y a une forme de magie, il y a une forme de reconnaissance aussi que... Et elle m'avait dit, je sais pas, on a repris d'ailleurs cette formule, c'est chaque être est une ressource pour le monde. On joue tous un rôle, mais ça c'est sûr. Et, dans l'ordre du monde, tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que le Fight Aids, c'est ça en fait. C'est partager ce message que chaque être, alors chaque être parce que pour elle, il y a l'être humain, mais il n'y a pas que l'être humain. On connaît tous son engagement pour les animaux. Et ça prend son sens qu'on a tous une place, on a tous quelque chose à apporter. Et c'est ce message qu'elle porte en fait auprès de toutes ces personnes. C'est vous avez une place. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez été détecté que vous avez VIH, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as le cancer que tu es une personne différente. Non, tu restes la même personne et tu apportes à la société tout autant que n'importe qui d'autre. Alors c'est ça les programmes. Enfin, j'imagine qu'on vient de célébrer les 20 ans de Fight Aids. Ça a été une année particulièrement intense d'ailleurs. Est-ce que maintenant l'association a des projets, des perspectives particulières où l'accent est mis sur l'esprit, enfin l'état d'esprit, j'allais dire?
Bon, Fightets Monaco, déjà, effectivement, comme tu le dis, c'est 20 ans, 20 ans d'expertise, 20 ans d'engagement. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Pour une association qui n'est pas internationalement soutenue, voilà. C'est pas rien, hein, 20 ans. Oui, qui vit essentiellement par la collecte de fonds, parce qu'on parlait de la maison de vie. La maison de vie est financée intégralement par la collecte de fonds de Fightets Monaco. Il n'y a pas d'aide publique. Hein. Autant à Monaco, on a une aide publique par rapport à l'accueil qu'on a, mais après, sur tout le reste, on se débrouille. Mais c'est un peu à l'image de la princesse, cette indépendance dépend de personne, et c'est ce qui nous permet d'aller là où on a envie d'aller, là où il nous semble que nos efforts doivent aller. Donc ça, pour moi, c'est génial. Oui, c'est une forme de liberté quand même. C'est une forme de liberté, et c'est ce qui nous permettra peut-être demain, tu parlais d'avenir pour Fightets Monaco, on a malheureusement encore beaucoup à faire sur la question de la stigmatisation. Oui, ton job n'est pas fini, oui. Ça, c'est sûr. Après avoir, on a par exemple la maison de vie qui est un bel outil qui va peut-être, qui peut peut-être servir à plein d'autres choses. L'essentiel, c'est les personnes qui vivent avec le VIH, mais par exemple, cet été, la princesse Stéphanie a souhaité qu'on offre un week-end de ressourcement à Écoute Cancer et Confort. On sait que toute cette expertise, on peut peut-être le mettre au service aussi de ceux qui en ont besoin. Et sur la question de la vulnérabilité des femmes, des personnes stigmatisées, je pense qu'on a encore beaucoup à faire malheureusement. Alors, quand on parle VIH, on ne pense pas forcément à des femmes. Est-ce que les femmes qui vivent avec le VIH sont plus isolées encore que les hommes ou pas ? Parce que quand on pense femme, on pense potentiellement maman. Est-ce que maintenant il y a des progrès qui ont été faits là-dessus ? Est-ce qu'une femme atteinte du VIH peut envisager d'avoir des enfants sans leur transmettre le virus ? Oui. Aujourd'hui, une femme qui est sous traitement, qui est stabilisée, elle ne transmet plus. Donc effectivement, pour l'enfant, c'est déjà quelque chose. C'est, je pense, dans l'information, quelque chose de fondamental. Mais malgré tout, on demeure là aussi avec toutes ces légendes urbaines, avec tout ce poids de l'histoire. Et je pense, je ne suis pas une femme, mais je pense qu'être une femme aujourd'hui avec le VIH, c'est encore moins simple qu'un homme qui vit avec le VIH. Comme d'hab, j'allais te dire. Et chez les femmes, c'est jamais à moitié. Hein. Et l'engagement, de toute façon, de la princesse Stéphanie, à l'origine, si on reprend l'origine, c'est Femmes face au sida, d'ailleurs. C'est vrai. Parce qu'elle avait conscience que c'était sûrement encore plus compliqué pour une femme de parler de son statut sérologique, de parler de ce qu'elle pouvait vivre, de se dire à l'époque, je ne pourrais plus avoir d'enfants, ou je ne pourrais pas en avoir, de s'intégrer dans la société avec tout ça, et comme tu dis, être visiblement une femme aujourd'hui, c'est quand même pas simple. Et moi, je respecte toutes ces femmes qui ont des carrières comme la tienne, qui sont engagées, qui mènent de front tous ces combats professionnels, familiales. Et aujourd'hui, on doit avoir une attention particulière. Fightets Monaco fait partie du comité de droits des femmes, et c'est pas pour rien. C'est aussi pour marquer cet attachement et cet engagement envers les femmes. Alors, c'est un engagement envers les femmes. La condition féminine, ça reste un point de vigilance particulière. Est-ce que... alors, il me semble que vous travaillez beaucoup avec le comité des droits des femmes. Est-ce que tu as l'impression que dans notre environnement, il y a des pistes d'amélioration ? Oui, ça c'est indéniable. Je pense que c'est indéniable. Déjà, Céline Cottal-Randa fait un travail qui est remarquable avec un comité qui est présidé par Isabelle Béraud-Amadei. Donc là-dessus, oui, il y a des avancées. Oui, elles ne sont pas assez significatives encore aujourd'hui. Dans plein de domaines, on sait que sur le salaire, à partir du mois de il me semble, novembre, on travaille gratos. Les femmes travaillent gratuitement. Ça, moi, je trouve que c'est une aberration de notre société actuelle. On n'a plus le droit de faire des choses comme ça. À mon sens, on n'avait déjà pas le droit de le faire avant, mais là, aujourd'hui, on a quand même tous les outils
pour arrêter cette discrimination qui est intolérable. Il y a encore plein de choses. Après, Monaco, voilà, sur cette question-là, me semble-t-il, agit. Mais il faut pousser encore. Oui, parce qu'en tant qu'élu, j'ai vu que tu avais fait des programmes jeunesse ou des programmes de développement pour la jeunesse aussi. Est-ce que c'est une question qui t'est apparue ? Parce que là, même si Roquebrune, c'est pas loin, on est dans un autre style de communauté. Est-ce que c'est un sujet qui t'est apparu avec tous ces gens ou pas ? Moi, j'y prête pas forcément attention parce que moi, il y a une égalité naturelle. Ouais, pour toi, c'est pas un sujet. Malgré tout, je sais que si on prend les élus, être une femme élue, c'est toujours plus difficile à porter que d'être un homme. Parce que la femme dans le foyer reste quand même centrale encore aujourd'hui, même si moi, j'essaye, avec mon épouse, de faire le maximum. Mais c'est vrai que la charge mentale, elle repose davantage sur la femme. T'as 3 enfants, t'as des filles? J'ai 3 enfants. J'ai 2 grands garçons, 17 et 15, et j'ai une petite fille. J'ai une princesse aussi à la maison. T'as une princesse à la maison qui a 3 ans et demi, et je m'inquiète pas pour elle. Beaucoup de parents s'inquiètent pour leurs enfants, l'avenir. Moi, je crois que de toute façon, toutes les générations ont été inquiètes pour leur... Être inquiet pour ses enfants, c'est un euphémisme. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de lui donner le maximum d'armes pour être indépendante, pour être autonome, pour mener comme toutes ces grandes femmes, et comme toutes les femmes devraient pouvoir le faire, voilà, cette possibilité de mener une carrière professionnelle, une carrière, en tout cas un épanouissement familial, sans se dire parce que je suis une femme, je ne peux pas. Mais t'es conscient, enfin, toi tu es un homme, mais est-ce que tu es conscient que ça existe, ça, le fait qu'il y ait des femmes qui se disent je suis une femme, donc pour moi c'est pas possible? Oui, je comprends, parce que tout le monde n'a pas le même... Tous les hommes n'ont pas le même niveau d'investissement dans le couple. Quand moi, j'essaye de faire, j'ai dit le maximum, je fais les machines, je fais mon repassage, je fais plein de choses. Si vous nous écoutez, les filles, il y a un gars qui fait son repassage à la maison. Je fais le repassage pour les petits, tu vois, donc... mais parce que je suis... Enfin, je me pose pas cette question de me dire, mon épouse, c'est à elle de le faire. Ouais. Toi, la répartition des tâches, c'est pas un sujet, quoi. Oui, pas du tout. Tu le fais. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Cuisiner, par exemple, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Mais après, tout le reste, ça va avec la personne que je suis. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas être engagé à l'extérieur et pas l'être à l'intérieur de mon propre foyer. Ouais, tu parlais de ça. Moi, il y a une question qui me vient, c'est que quand on est aussi engagé avec autant de choses, quelle place on peut donner à la famille dans tout ça, à la famille, à la vie privée? Est-ce que Christophe Glaser, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une vie privée, en tout cas une vie familiale qui peut exister? Parce que quand on parle, si j'insiste là-dessus, c'est parce que quand on parle engagement, les gens ont tout de suite dans la tête l'idée qu'on n'a plus de vie, quoi. Moi, je suis persuadé que tout est une question de priorité, déjà. Aujourd'hui, la famille, elle a pour moi la même priorité que mon implication professionnelle. Après, comme c'est une question de priorité, pas que j'ai peu de loisirs, je vais pas faire Cosette, mais en tout cas, si tu veux, voilà, je profite pas du bénéfice de ma banquette ou c'est ça. Quand j'ai du temps, dès que je rentre, j'essaye, tu vois, j'arrive tu joues pas au golf, quoi. Non, même si j'aimerais, tu vois, mais si tu veux, je pars très tôt au bureau parce que voilà, c'est plutôt mon épouse qui va gérer le matin. J'arrive à 7h au moins, voilà, je fais tout pour que le soir, je puisse rentrer pas trop tard, hormis les événements, les réunions et compagnie, mais pour m'occuper des loulous et pour être présent aussi. Et donner cet équilibre. Moi, j'aime bien cette notion d'équilibre. Ouais. C'est pareil pour le boulot, c'est ce que je demande aux équipes, donner de l'équilibre. Oui, parce que ça aussi, on a très peu évoqué la gestion humaine des équipes, parce que d'abord, quand on est au contact de gens qui ont besoin, est-ce qu'on n'a pas l'impression de se vider un peu tout le temps, d'où on trouve la force, et surtout comment on équilibre sa vie, parce que est-ce qu'on se sent pas un peu obligé par moment en disant je peux pas aller dîner avec mes potes, franchement ils ont besoin, je vais rester avec eux. Est-ce que c'est pas
Est-ce que c'est pas des choses qui viennent un peu challenger l'équilibre dont on parle là? Écoute, je me suis jamais vraiment posé la question. Je fais pas véritablement de choix. Ça s'impose naturellement. Oui, évidemment, peut-être mes amis aimeraient passer plus de temps avec moi. Quand je suis là, j'essaie d'être là, en tout cas, d'être présent. La priorité, c'est la famille, quoi qu'il en soit. Même si les amis, c'est hyper important. Après, dans ces structures-là, dans toutes celles où je suis passé, on crée des familles aussi, c'est-à-dire Fightets Monaco, ça reste, je l'ai dit sur la Fightets Cup il y a quelques jours, ça reste une grande famille, la grande famille de la princesse Stéphanie, comme peut l'être les équipes du Festival du Cirque ou des Barbadjan. Fightets Monaco, c'est aussi ça, donc tu retrouves une famille, donc j'essaye de donner un équilibre, je fais rarement des choix, après c'est une bonne gestion, et puis c'est aussi un deal avec mon épouse, voilà, elle sait que j'ai plus de soirs où je vais pas être là, mais quand je suis là, je suis pleinement là. Je sais pas quoi vraiment te répondre parce qu'on le fait jamais face à un dilemme, Non, peut-être. Oui, au mois de décembre, il y avait la soirée de Noël pour les affiliés. J'ai la petite qui avait le spectacle de chant de Noël. Oui, j'ai pas été au spectacle de chant de Noël de la petite. Donc, mais j'ai pas fait un choix, ça s'est fait naturellement. Bon, en plus, on a la chance avec les téléphones portables, vu le nombre de personnes qui filment tout. En FaceTime, on peut être en direct. Voilà. Mais je me dis, c'est pas ce qui va l'impacter le plus dans son épanouissement. Puis c'est une fois. C'est une fois, et il y a d'autres moments où je serai là, et là, je vais partir dans quelques jours en vacances. Ça va me permettre de me ressourcer avec tout le monde et avec la famille, et c'est là où je vais cultiver ces moments. Vous en parlez avec, tu dis j'ai 2 grands-enfants, peut-être avec la petite un peu moins, mais est-ce que vous parlez déjà d'engagement et de ce que tu fais tous les jours? Est-ce qu'ils sont conscients de ce que fait papa quand il est au bureau, entre guillemets, parce que... Oui, aujourd'hui, ils ont un âge et une maturité qui fait qu'ils comprennent bien cette implication, cet engagement. Ils ne sont pas particulièrement engagés de leur côté, mais en tout cas, ils ont, je crois, ils ont des principes quand même plutôt forts. Ils savent que s'engager, c'est important, que défendre l'autre, c'est important, que de ne pas rester insensible à la douleur des autres, c'est important. Et j'ai le sentiment que plus ils grandissent et plus ils se construisent avec ça. Je le vois avec le grand qui est en seconde cette année, qui visiblement va orienter son choix sur une carrière de grandes écoles de commerce. Voilà, la prise de parole en public, je vois que tout doucement, quand même, il est de plus en plus à l'aise, que c'est quelque chose qui le nourrit. Donc, moi, c'est pas un slogan, mais je trouve qu'on n'est que des tuteurs pour nos enfants. D'ailleurs, j'aime pas trop ce terme d'éducation. On n'éduque pas des enfants, à mon sens, après chacun pense ce qu'il veut. Mais on est des tuteurs, et ils sont une plante, et on essaye de les accrocher au maximum, ils essayent de s'accrocher, mais il y a plein d'autres choses qui tournent autour d'eux. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, ils comprennent, ils respectent ce choix, parce que quand je pars par exemple à la maison de vie, j'y dors quelques nuits, donc je suis pas à la maison, et ils filent un coup de main, ils ont la même implication, alors une implication d'adolescent, comme dans toutes les familles, tu rappelles qu'il faut vider le lave-vaisselle, qu'il faut mettre la table, mais malgré tout... C'est pas mon tour. Mais malgré tout, ils jouent le jeu parce qu'on les aide à grandir avec toutes ces valeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Parce que là, on a l'impression que tu as pris un virage. En tout cas, depuis 18 mois, tu as pris un virage. D'abord, est-ce que pour toi, c'est un virage qui va durer? Qu'est-ce qui t'anime là, dans les mois qui viennent? Ce qui m'anime, c'est continuer à construire une belle association, une association qui est là pour les autres, parce que c'est la volonté.
de la princesse Stéphanie. Sur ma longévité, écoute, quand on s'est rencontré, la première rencontre avec la princesse Stéphanie, on a rigolé sur le fait que je lui dise, moi, Hervé était là les 20 premières années, je serai là les 20 prochaines. C'était un peu ce que je voulais savoir, en fait. Écoute, en tout cas, aujourd'hui, c'est mon ambition, si on peut parler d'ambition. Parce que la stabilité de la direction d'une association, c'est aussi sa viabilité. Hein. Exactement. Et puis, voilà, comme je l'ai dit en début de propos, Fighted, c'est pas qu'une structure, c'est quand même 3 structures. Et il y a des défis qu'aujourd'hui, on n'avait pas hier. La collecte de fonds, par exemple, c'est un défi qui est différent il y a quelques années. C'est ça. Et donc, voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que j'arrive à mettre en place tous les outils dont on a besoin aujourd'hui, que j'arrive à continuer à travailler avec d'aussi belles équipes. Travailler avec un aussi beau bureau, un aussi beau conseil d'administration, avec des belles personnes. Je m'estime quand même très privilégié. Bon, déjà de travailler avec la princesse Stéphanie, mais aussi avec toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, et c'est ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est que ça dure, l'engagement de toutes ces belles personnes, et qu'il y en ait d'autres qui viennent encore soutenir, parce qu'on peut faire dans le domaine de l'aide, du soutien à l'autre, on peut faire encore tellement plus de choses. Il y a malheureusement tellement plus de choses encore à faire que oui, ça peut être mon ambition, c'est parce continuer. Tu nous l'as dit, tu nous le confirmes, tu ne te représenteras pas. Non, ça, voilà. Ça a été convenu avec Patrick Césari à Roquebrune. Je ne me représenterai pas. Donc, moi, je suis un homme de projet. Ça va être quelque chose de te séparer de cet engagement-là ou pas? Ou tu penses que c'est pareil, c'est un accompagnement qui se fait dans la douceur? Alors, c'est pas que je suis insensible, mais c'est rare que je regarde en arrière. Peut-être on peut me le reprocher. D'ailleurs, quand je ferme une porte, c'est rare que je revienne. Parce qu'après, je suis engagé dans autre chose. Et je fais toujours, par contre... L'engagement, c'est ce qui te... J'ai un engagement toujours sincère. On m'avait défini un jour comme un haut fonctionnaire, tu vois, sur mes précédentes missions. Oui, j'ai cet engagement toujours sincère, mais après, quand je passe à autre chose, je suis pleinement engagé et je me concentre là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut peut-être me reprocher. Roquebrune, c'est encore différent, parce que Roquebrune, j'y vis. Roquebrune, c'est ma bulle. Quand tu es au marché, quand tu te promènes dans la rue à Roquebrune, tu n'es pas anonyme, quoi. Non, et je pense que je resterai toujours quelqu'un de proximité. L'association des commerçants de Roquebrune m'ont déjà dit, une fois que tu arrêtes, tu viens chez nous. Écoute, en tout cas, c'est toujours agréable de l'entendre. Ça va me manquer, évidemment, parce qu'être au contact de la population, c'est toujours hyper agréable. Mais avec Fighted, ça ne s'arrête pas. Être au contact de l'autre, c'est mon métier, c'est mon engagement. Et donc, oui, sur le marché de Roquebrune, plutôt que plaider pour la végétalisation du centre-ville, ce que je pousserai toujours, pour rendre l'expérience de la population agréable, l'expérience commerciale la plus sympathique possible. Ça, je continuerai en tout cas à glisser des messages, mais je porterai aussi d'autres messages. Et je tenterai d'investir la population peut-être sur d'autres choses, comme soutenir Fighted Monaco. Et puis peut-être il y aura d'autres projets. Tu ne seras jamais loin. Oui, je ne serai jamais loin. Mais ça me manquait, j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, on en reparlera alors. On en reparlera, je veux bien que tu m'interroges là-dessus. Mais c'est effectivement 2008, tu vois, ça fera quasiment 20 ans. Et oui, c'est une page qui va se tourner. Parce que c'est quoi? C'est 2026, la fin? Oui, c'est 2026. C'est 2026, donc c'est une page qui va se tourner. C'est 18 ans, c'est une majorité. Exactement. Voilà, je m'émancipe. Je m'émancipe légalement. Mais la pointe au cœur, c'est que ça m'a énormément appris.
énormément appris, des bons moments, des moments plus difficiles. C'est l'apprentissage. Voilà. Et si aujourd'hui je suis qui je suis, c'est aussi grâce à ce travail-là, grâce à tous mes parcours professionnels. Grâce aux rencontres aussi. Grâce aux rencontres, grâce aux discussions. Voilà. Aujourd'hui, je discute avec toi et je suis persuadé que ça me fait grandir. Waouh! Alors celle-là, je crois qu'en plus de 100 épisodes, c'est vrai. Eh bien, écoute, je le dis à tous les auditeurs, j'adore travailler avec toi. C'est super. Moi aussi, d'ailleurs. Yes. Écoute, en tout cas, alors, ce que je peux te dire, moi, c'est que Monaco Info, donc on accompagne Fightets depuis de très nombreuses années, notamment Patricia, qu'on salue, qui est toujours assez présente, merci pour qui est tout toujours ce que assez présente sur le chemin. Et ce qu'on se disait en préparant cet entretien, c'est que quel chemin parcouru quand même. Quel chemin. C'est-à-dire que je ne sais pas si de Jungle Fight à Madagascar, aux collectes de fonds, aux défilés haltères, aux courtes pointes, je ne sais pas si les gens s'attendaient à ça. Ils n'avaient pas misé sur un tel rayonnement, voilà. En fait. Et puis sur un transfert de flambeau, ce qu'on dit toujours, les associations, elles partent avec leurs dirigeants. Je ne sais pas si vraiment tout le monde s'attendait à ça. Après, déjà, tout a été fait intelligemment. Ouais. Tout a été fait avec le cœur. Ça change beaucoup. Et puis, ça demeure quand même porté par la princesse Stéphanie. Et que, même si effectivement Hervé est parti et que c'est lui qui a monté tout ce projet avec elle des 20 premières années, avec Christine, avec Sabine et puis aussi Bruno Taillant et d'autres, malgré tout, le socle, c'est pas nous. La base, c'est la princesse Stéphanie. Ouais. Et c'est pour ça que les structures Fightets Monaco, elles rayonnent toujours autant. Parce que c'est elle. C'est parce que c'est elle, ouais. Parce que c'est elle et parce que derrière, elle a réussi à impliquer toutes ces femmes et tous ces hommes, comme par exemple ses enfants. Oui. Comprennent Louis... avec la Fightets Cup. Avec la Fightets Cup, Pauline, avec les défilés, on peut dire solidaires, comprennent Camille, qui est impliquée aussi par rapport à Be Safe, et avec qui sûrement on va continuer, on va poursuivre le travail sur toute cette sensibilisation et cette prévention. Elle embarque tout le monde avec elle. Donc, est-ce qu'on a du mérite? Nous, j'en sais rien. Le plus grand mérite, il lui revient à elle, parce qu'elle arrive à fédérer tout autour d'elle. C'est quand même... on va profiter de l'occasion pour lui rendre cet hommage-là. Quand tu dis elle embarque tout le monde avec elle, c'est beaucoup d'énergie. Oui, et c'est ultra courageux parce que quand elle crée ça en 2004 Fightets et puis avant Femmes face au sida, c'est une thématique où personne n'avait envie de l'entendre. Et elle a eu ce courage, cette détermination, malgré sa position, de continuer à porter ce message d'espoir pour toutes ces personnes qui se sentaient rejetées et de sensibilisation à toutes ces personnes qui n'avaient pas envie d'ouvrir les yeux. C'est ça. Donc le plus grand mérite, tu as tout à fait raison, et il lui revient pas qu'à elle, mais c'est elle qui porte tout ça. Sans la princesse Stéphanie, on en avait parlé avec Hervé, on est convaincu que l'association n'aurait pas eu la même histoire. Est-ce qu'elle existerait aujourd'hui? On n'en sait rien. On peut pas faire avec des si, on pourrait faire exactement. Plein de choses. Mais aujourd'hui, là où on peut en être sûr, c'est que Fightets Monaco est ce qu'est Fightets Monaco aujourd'hui, parce que c'est l'engagement de la princesse Stéphanie, parce que c'est son association. Écoute, j'espère qu'on en reparlera et qu'on aura encore de nombreux sujets à débattre ou au moins à échanger sur cet engagement-là. Et puis, bon courage, à bientôt.